Mais on ne voit pas tellement comment s'en sortir parce que vous parliez tout à l'heure de la Banque d'Angleterre. La Banque d'Angleterre, elle, donc, elle va se remettre à racheter de l'obligation anglaise pour pouvoir soutenir les cours. Et on voit bien que la BCE aujourd'hui, elle augmente pas énormément, elle augmente les taux d'intérêt, mais pas énormément, pas suffisamment, uniquement parce qu'elle se dit, mais si j'augmente mes taux d'intérêt de 1, 2, 3%, comme je devrais le faire, eh bien, je mets des États entiers au tapis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Italie emprunte à 4%, la France emprunte à 2,6-3%. Si la Banque centrale remonte encore ses taux de 1%, on risque de voir des États européens, et pas la Grèce, enfin la Grèce aussi, mais ça, elle, c'est un épiphénomène, ça ne représente pas grand-chose, la Grèce, mais les États aussi gros que l'Italie, l'Espagne et même la France, on risque de les voir aller au tapis. Donc, on ne voit pas tellement de solution à cette inflation et aux problèmes que ça engendre sur les taux de nos obligations et sur notre vie, enfin, nous, peuple, notre vie au quotidien, quoi. On a l'impression un peu d'un serpent qui se mord la queue. Si la BCE crée des obligations et continue son quantitative easing, elle crée de l'inflation. Et en créant de l'inflation, elle nous ruine petit à petit, nous, le peuple. Mais si elle augmente ses taux d'intérêt suffisamment forts, un peu comme l'avait fait Paul Volcker dans les années 80, si elle augmente ses taux d'intérêt forts pour casser l'inflation, ben à ce moment-là, c'est les États qu'elle risque de ruiner et de mettre en faillite. Donc, on ne voit pas trop de sortie de crise en Europe. Je ne sais pas si vous en voyez ou si vous voyez comment tout cela risque de se finir. Alors je peux vous donner des pistes et ce que je ferais déjà au niveau de l'inflation, notamment énergétique. Il y a des solutions, très concrètes qui peuvent être faites et il me semble que tout chef d'État responsable ferait ça. Je parlais tout à l'heure du bouclier énergétique, c'est un coût quand même de 100 milliards d'euros, la plaisanterie, dont 45 45 milliards d'euros pour le bouclier sur l'électricité. Or, sur l'électricité, c'est aberrant de payer ces 45 milliards d'euros parce qu'on a un prix de l'électricité qui explose à cause d'un système de fixation des prix qui est celui du marché de l'Union européenne de l'électricité, qui a eu la bonne idée à la demande des Allemands d'indexer le prix de l'électricité sur celui du gaz. Donc en fait, on surpaye une électricité qu'on ne devrait pas payer. Il y a déjà le Portugal et l'Espagne qui sont sortis de façon temporaire de ce marché-là. La France aurait dû le faire et non, on préfère continuer à payer, à s'endetter, plutôt que de sortir par idéologie, par dogmatisme du marché de l'électricité. Donc première chose que je ferais, évidemment, c'est sortir immédiatement du marché de l'électricité, ce qui permettra d'amortir le coût de l'électricité en France. La deuxième chose, c'est évidemment qu'on peut condamner l'invasion russe en Ukraine. Il est suicidaire à court terme pour l'Europe de se passer de l'approvisionnement russe. Évidemment que ne serait-ce que pour de l'indépendance énergétique, il faudrait se passer du pétrole, qu'il soit russe ou ailleurs, et même du gaz, même si la France est peu impactée sur le gaz. Mais à court terme, c'est de la folie de faire ça. Et donc, évidemment, contre l'inflation, il faudrait lever les sanctions vis-à-vis de la Russie sur les produits énergétiques. Donc ça, c'est au niveau de l'énergie. La deuxième chose, c'est que moi, je pense qu'on est obligé de faire ce resserrement monétaire. Mais le problème, c'est même pas les États, quelque part, qui vont faire tapis. Le problème, c'est qu'il y a des banques qui peuvent faire tapis si le marché boursier se retourne, si le marché immobilier se retourne. Et donc, la première chose à faire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faudrait, avant la remontée des taux et en même temps, du moins, avec la remontée des taux, c'est séparer les activités de dépôt et de banque d'affaires. Et je pense que c'est les deux éléments qu'il faudrait faire de manière urgente à court terme pour éviter une crise réellement systémique. Donc, c'est les choses que je ferai. Alors, évidemment, ça ne résoudra pas la dette publique qui est très importante. Même, il faut savoir que sur les emprunts à taux fixe, vous parliez du taux qui est passé à 3%. Une hausse de 1%, si elle reste continue, à horizon 10 ans, c'est 40 milliards d'euros, là aussi, de charges d'intérêt en plus. Donc ça pose une vraie problématique de soutenabilité de la dette publique à long terme. Donc évidemment que ça sera toujours là, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre échappatoire à court terme que de faire les actions dont je vous ai parlé. Oui, d'accord. Oui, parce que, alors, une phrase qui me revient, moi,
d'Alain Madelin qui disait ça au moment de 2008, de la faillite de Lehman et du moment où on a voulu sauver toutes les banques. Il disait finalement le problème du too big to fail pour les banques, c'est le too big. Donc il suffit de les casser toutes Exactement. en petits morceaux et d'interdire qu'une banque soit too big. Comme ça, si elle Oui, chute, elle chute. de séparer encore une fois les activités, parce que là, vous êtes Et, dans un aléa moral qui est absolument inadmissible. C'est-à-dire que comme vous avez les dépôts et vous savez que l'État doit garantir les dépôts, bah, vous pouvez faire absolument n'importe quoi, prendre des risques démesurés sur les marchés financiers. Donc, quand vous prenez des risques, gros risques, ça peut être aussi gros gains. Donc, quand vous avez le gain, c'est très bien, le gain est pour vous. Sauf que quand vous faites l'erreur et que le marché se retourne, bah, comme il faut sauver les dépôts, on vous sauve. Donc, c'est la socialisation des pertes et la privatisation des profits. Et ça, évidemment, que c'est pas acceptable. C'est quelque chose qui aurait dû être fait après 2008, mais évidemment, le lobby bancaire a été plus fort que les bonnes paroles et des gouvernements, parce que rappelez-vous, ce qu'on avait entendu après 2008, c'est la dernière fois, on a appris de nos erreurs, vous allez voir ce que vous allez voir. Et moralité, c'est qu'à part quelques mesures prudentielles de type BAL 3, en réalité, tous les problèmes structurels sont encore là. d'accord. Et donc, bon, donc on casse les banques, enfin on les sépare en actifs, etc. Vous ne pensez pas qu'il y a un risque au niveau des États, en fait? Que le fait qu'il y ait un tel, même au sein de la zone euro, c'est-à-dire un tel différentiel entre l'Italie et l'Allemagne, hein, l'Allemagne, elle emprunte à 2, l'Italie emprunte à 4, c'est quand même 2 fois plus, hein, euh, ça fait quand même des problèmes de soutenabilité. Ah oui. Alors Mais vous savez, pour que les gens comprennent, en fait, j'ai fait une vidéo là-dessus dès 2020. Donc c'était avant ouais, même qu'il y ait l'inflation. Enfin, l'inflation, parce qu'on nous dit que c'est que la guerre en Ukraine, vous savez. Mais je disais justement que l'inflation allait possiblement amener à une explosion de la zone euro. Parce que au moment où je disais ça, c'était avant que la BCE réagisse, avant qu'on ait tel niveau d'inflation. Et je disais de toute façon, avec les politiques monétaires qui ont été menées, on va avoir un retour de l'inflation. Et donc, il y a deux, c'est ce que j'expliquais déjà à l'époque, et on est en plein dedans. Il y a un dilemme qui est énorme pour la BCE, c'est-à-dire que soit vous luttez sérieusement contre l'inflation avec le risque que l'euro saute, soit vous laissez courir l'inflation et vous allez avoir un appauvrissement généralisé, révolte sociale et autres. Il se trouve que là, il semble en tout cas, ils essayent de lutter contre l'inflation. Et la lutte contre l'inflation, vous l'avez dit, ça fait remonter les taux d'intérêt, notamment dans tous les pays de la périphérie. Et il y a des pays comme l'Italie, mais la France n'est pas loin, qui rentrent dans une trappe à dette, c'est-à-dire que vous avez des taux d'intérêt qui sont bien supérieurs au taux de croissance et même au taux de croissance potentiel. Et donc, en fait, cette dette devient insoutenable. Et dans ces cas-là, si la dette est insoutenable, vous n'avez pas 36 solutions. C'est que vous sortez de l'euro pour monétiser une partie de votre dette avec de la monnaie nationale. Et c'est d'ailleurs ce qui pourrait être fait en France, mais ça ne sert à rien de monétiser des dépenses de fonctionnement, ça va alimenter l'inflation. Mais en France, vous pourriez par exemple maintenir des taux d'intérêt assez élevés, mais relancer la machine notamment avec des grands investissements. Moi, je pense que la France, pour son indépendance énergétique, et on le voit malheureusement à l'heure actuelle, on souffre de 20 ans de sous-investissement dans le nucléaire, on le paye aujourd'hui. La France, par exemple, pourrait monétiser la construction de centrales nucléaires. Ça serait quelque chose d'intelligent d'un point de vue économique. ouais, ça demanderait aussi d'avoir des responsables politiques qui soient Qui pense à long terme. responsables, qui soient. Mais non, parce que enfin, emprunter de l'argent, on en fait. Hein. On va emprunter 270 milliards l'an prochain. Il n'y aura pas beaucoup qui iront dans des infrastructures. Hein. Exactement. Mais Ça va c'est être ça pour payer le la tout grande venant, quoi. différence. C'est ça Voilà. moi je suis pas dans l'optique du tout de dire il faut saper, réduire le nombre de fonctionnaires quoi qu'il arrive. Le problème c'est où est mis l'argent, dans quel fonctionnaire. Quand vous mettez des types dans les hôpitaux qui sont là à faire les inspecteurs des travaux finis, ça sert absolument à rien. Il vaudrait mieux avoir une infirmière de plus à la place. Et donc Mm. c'est ce qui compte, c'est aussi là où on met l'argent. Et il y a un grand problème en France au-delà du niveau des dépenses publiques, c'est comment il est utilisé. Hein. Une des premières choses à faire, ce serait de faire un énorme audit des dépenses de l'État. Enfin, il y a le problème aussi, on parle souvent du millefeuille. Moi, je suis d'accord pour le millefeuille. Le problème, c'est que souvent, ils veulent réduire l'État, ils veulent réduire les communes. Moi, je suis plutôt à couper l'Union européenne, à couper les régions, à revenir au triptyque État, département, commune. Et ne serait-ce que la régionalisation aussi
enfin, vous avez créé des doublons, vous avez créé des conseils régionaux avec les chauffeurs, comment dire, avec évidemment tout un tas de petits fonctionnaires pour faire marcher les conseils régionaux. C'est la même chose au niveau de l'Union européenne. Vous savez que les députés européens touchent un argent dingue, les fonctionnaires européens, c'est la même chose. Ils payent très peu d'impôts et de cotisations sociales et pas dans les pays membres. Donc, il y a évidemment des économies à faire là-dessus, et il y a notamment des économies à faire au niveau de la région, au niveau de l'Union européenne, sans même toucher au portefeuille des Français. Donc, il y a des économies à faire. Si on fait ce grand audit, il y a des économies à faire, mais des économies sur des dépenses qui sont inutiles, et il y a plein de dépenses publiques qui sont utiles, et même des secteurs, je pense à la police, je pense à la justice, je pense à la santé, où il y aurait besoin de dépenser plus ou de dépenser mieux que ce qu'on le fait actuellement. Oui, moi j'ai trois exemples à donner qui m'ont toujours choqué. On parle de l'hôpital, l'AP-HP, donc qui est l'ensemble des hôpitaux parisiens, qui est vraiment le plus gros ensemble et je crois le premier employeur d'Île-de-France. Hein. 30% des salariés de l'AP-HP n'ont jamais vu un patient. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont à dingue, l'administratif. 30%, ce sont des gens administratifs. Moi, je trouve ça complètement farfelu. Si on prend la oui, mais mairie de je Paris, parlais, la mairie de Paris et les subventions aux associations, enfin, c'est alors complètement. il y a les subventions aux associations, mais il y a l'effectif du pôle communication de la mairie de Paris. C'est-à-dire que les gens qui sont juste payés à faire de la communication de la mairie de Paris, c'est 250 personnes. 250 personnes. Je ne suis même pas sûr que Total ait 250 personnes à son pôle communication. Quoi. C'est gigantesque, un pôle communication. Il ferait mieux d'embaucher 50 dératiseurs, je pense que ça serait plus Ah, utile. ça serait beaucoup plus utile. Et un autre exemple, c'est sur les radios. Radio France, donc le pôle public, Radio France, a un budget, c'est-à-dire qui tombe de l'État, hein, budget uniquement dû à l'État, qui est équivalent à l'ensemble du chiffre d'affaires de tous ses concurrents privés. Vous prenez toutes les radios privées, toutes, eh bien, le chiffre d'affaires de ces radios, c'est autant que le budget de Radio France. On se dit, mais enfin, ça n'a pas de raison d'être aussi gigantesque, ou pas, encore une fois, Et surtout qu'il y l'argent. a un vrai problème avec Radio France et avec d'ailleurs le service public de l'audiovisuel de manière générale. Moi, je suis pas du tout contre avoir un service public de l'audiovisuel, mais il y a un vrai problème surtout de pluralisme. Ah Donc, oui, oui, oui. c'est-à-dire que vous n'allez jamais entendre, par exemple, l'émission qu'on fait, le scandale des OATI, c'est à chaque fois très orienté avec une sorte de pensée unique, alors qu'au contraire, le service public devrait donner l'exemple et être évidemment les canaux qui font le plus de pluralisme, parce que normalement, ça va représenter la diversité de la nation, la diversité des opinions et des idées politiques. Là, c'est absolument l'inverse qui se passe, donc il y a un vrai problème, là aussi, même sur le fond, de ce qui est fait au niveau Ah de oui. l'audiovisuel public. Mais voilà, c'était des exemples que je voulais donner de dépenses publiques qui sont gigantesques et qu'on doit retrouver partout. Là, ces trois exemples que je connais, je Bah, vous pourrais savez que citer. pour l'Union européenne, il y a eu d'ailleurs un article là-dessus de la Tribune, et c'est quelque chose qui me tient à cœur. D'ailleurs, j'avais un chapitre de mon livre Les illusions économiques de l'Union européenne qui est dédié à ça. On vous dit tout le temps, regardez, l'Union européenne finance, vous savez, les fameux fonds européens. Bah, merci l'Union européenne, parce que sinon vous imaginez comment feraient nos agriculteurs, comment feraient les régions. Et vous savez d'ailleurs qu'il y a une obligation légale pour tout fonds européen qui est donné. Il faut un énorme drapeau bleu aux étoiles d'or pour Ah dire oui. merci l'Union européenne, sans ça on ne pourrait pas faire ce projet. Sauf que l'Union européenne ne crée absolument rien. Il n'y a aucune valeur ajoutée. L'argent de l'Union européenne ne vient que, en fait, des contributions des États membres. Et évidemment, au passage, ils se servent pour payer les députés européens, les fonctionnaires européens, donc il y a les coûts de fonctionnement, mais sinon, en fait, ils donnent de l'argent, ils en redistribuent à tel ou tel pays. Sauf que la France est un contributeur net au Mhm. budget de l'Union européenne. Et d'ailleurs, en 2021, la France avait donné 29 milliards à l'Union européenne, qui lui en a rendu 16. Donc, ça veut dire qu'on est contributeur net pour près de 13 milliards d'euros. Donc, vous vous rendez compte de l'argent absolument énorme aussi que nous coûte l'Union européenne. Et c'est tout le contraire. Quand on vous dit que l'Union européenne finance la France, on sait depuis des années, la France est un contributeur net et donne des milliards et des milliards d'euros
à l'Union européenne, donc ils vont en prendre une partie pour leur fonctionnement, puis ils vont en donner, notamment ça a explosé avec l'entrée des pays de l'Est, ça a augmenté aussi avec le Brexit parce que le Royaume-Uni est un autre contributeur net, mais on va donner par exemple 10 à 12 milliards d'euros chaque année à la Pologne, qui pour nous remercier va acheter des avions de combat américains plutôt que d'acheter des avions de combat français par exemple. Donc évidemment que là aussi, il y a une gabegie absolument énorme au niveau de l'Union européenne, sans compter et le coût ne se limite pas d'ailleurs au simple coût budgétaire parce que vous avez des cofinancements qui sont hors budget. Bah, typiquement, tout l'argent qu'on donne à l'Ukraine, quand Ursula von der Leyen décide toute seule de donner 18 milliards d'euros, bah, la France va donner 17,4% de ce montant-là. Et donc ça, c'est hors budget et c'est la France, donc vous et moi, qui allons payer. C'est la même chose d'ailleurs quand on a donné de l'argent à la Turquie, vous savez, pour retenir les migrants, ça c'était hors budget, c'était des milliards d'euros, il y a ça en plus. Vous avez aussi tout le coût, parce que l'euro est une monnaie qui a été pendant des années surévaluée pour la France, donc vous avez eu un coût économique qui est colossal, c'est jamais inclus dans le coût de l'Union européenne. Et vous avez aussi tout le coût normatif, parce que énormément de lois françaises, l'Assemblée nationale est devenue quasiment une chambre d'enregistrement en fait pour directives de l'Union européenne. L'inflation normative est énorme et le coût d'application des normes de l'Union européenne pour l'économie, c'est plus de 30 milliards d'euros par an. Le coût d'application, quand on vous dit il faut que les radiateurs soient selon telle norme, bah, évidemment, bah, les particuliers doivent changer, les entreprises doivent changer, les administrations publiques doivent changer. Bah, tout ceci, ça a un coût. C'est d'ailleurs souvent un business qu'il y a derrière, hein, parce que quand vous créez de la norme, bah, il y a derrière des boîtes de conseil qui vont dire bah oui, il faut se mettre à jour, il faut faire ci, il faut faire ça. Et donc ça a un coût absolument faramineux pour l'économie française et c'est aussi jamais compté comme un coût de l'Union européenne. Et je détaille tout ça dans mon livre, mais quand on prend tous les éléments, le coût de l'Union européenne pour la France est absolument démentiel. Oui, d'accord. Mais en même temps, enfin, bon, vous êtes président de Génération Frexit, hein, donc on voit quel est votre objectif, mais enfin, au moins il est clair. Mais moi, je vois souvent hein, sur les commentaires sur ma chaîne des gens qui écrivent Frexit. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de l'Union européenne pour se couler. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je serais d'accord si on avait comme dirigeant français, je sais pas, quelqu'un comme Pompidou, quoi. C'est-à-dire des gens qui sont structurés et qui savent ce qu'est une dette, ce qu'est une dépense, ce qu'est une recette, et qu'il ne faut pas que les dépenses soient supérieures aux recettes. Enfin, Raymond Barre, voilà, des gens structurés, quoi. Mais on n'a pas de gens structurés depuis. J'hésite entre Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Donc, en fait, on a plutôt des gens qui ont tendance à vouloir se maintenir au pouvoir, en fait. Et à faire tout ce qu'il faut pour se maintenir au pouvoir en disant l'an dernier, on va arrêter le nucléaire. Et puis là, au mois de mai, ben non, le nucléaire, c'est génial, on va le reprendre. C'est-à-dire des gens qui s'en foutent complètement. Leur problème, ce n'est pas la France dans 20 ans. Leur problème, c'est l'élection dans 6 mois. Et essayer de se maintenir le plus longtemps possible au pouvoir. Une fois qu'ils seront plus au pouvoir, soit ils iront dans une grande entreprise où on leur aura préparé la place, soit ils iront diriger la RATP comme notre ancien Premier ministre qui en tant que provincial connaît tout ce qu'il faut connaître sur la RATP, bien sûr. Ou alors ils diront comme Macron le fera, ils auront une carrière à la Obama, c'est-à-dire qu'ils donneront des conférences partout dans le monde tranquillement en fait. Donc en fait si vous voulez, moi je suis pas sûr que de quitter l'Europe ça arrange en fait la France parce qu'on a des dirigeants que l'on a qui sont j'allais dire égoïstes, mais qui sont complètement auto-centrés et qui se foutent complètement d'où sera la France dans 10 ans. C'est même pas leur souci, ils s'en tapent allègrement. Tout ce qui les intéresse, c'est où eux, ils seront l'an prochain. Le reste, ça n'a aucune importance. Vous n'êtes pas Non, vous convaincu pensez pas des compétences de Bruno Le Maire. Non, j'ai un doute. Mais je vais Et vous alors, quand je vois ce qu'on produit hein. à l'international, Moscovici qui était nul, qui a été quand même ministre de l'économie sous François Hollande, c'est dire s'il n'est pas bon, qui se retrouve après commissaire européen, et puis qui part de commissaire européen, qui se retrouve maintenant à la Cour des comptes.
un gars Attendez, qui La était. France va pousser pour Bruno Le Maire au FMI, vous allez voir ce que vous allez voir. Oui, bah déjà, Christine Lagarde, qui a été ministre de l'économie en France, catastrophe. Elle passe au FMI, catastrophe. Elle revient directeur de la BCE. C'est la seule qui n'ait pas vu que l'inflation arrivait. Elle l'a dit récemment dans une interview. L'inflation est venue de nulle part, alors que tout le monde l'avait Oui, vu depuis plus de six elle mois. elle devait être transitoire aussi. Mais je vais vous surprendre pour répondre à votre question. C'est que je suis d'accord avec vous. Pour la simple et bonne raison que le Frexit, c'est pas une fin en soi, mais c'est une Oui, condition qui est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Mais néanmoins, elle reste nécessaire. Et elle est nécessaire parce que dans le cadre de l'Union européenne et de l'euro, dans le cadre des traités, en fait, toute politique économique même toute politique en général, radicalement différente, est impossible. Donc, c'est-à-dire que c'est une condition qui est absolument nécessaire. Si vous ne faites pas le Frexit, vous pouvez faire toutes les promesses que vous voulez. Vous n'allez pas changer la politique française, vous allez continuer peu ou prou à faire les mêmes politiques qu'ont fait avant vous Bruno Le Maire, Macron, Hollande, Sarkozy. Vous allez faire peu ou prou, parce que c'est la même politique en réalité, vous allez faire peu ou prou la même politique. En revanche, évidemment que quand vous aurez fait le Frexit, il y a des décisions qui vont être faites. C'est-à-dire que si vous mettez un ahuri qui vous dit faut sortir du nucléaire, bah, évidemment qu'il va plomber le pays, même si vous n'êtes plus dans l'Union européenne. Donc évidemment qu'il y a des décisions. On ne peut pas aussi faire n'importe quoi au niveau des finances publiques. Comme je vous l'ai dit, il y a des économies à faire au niveau des régions, au niveau de l'Union européenne. Donc on peut avoir, tout en continuant à investir d'ailleurs, on peut avoir une politique économique qui soit rationnelle, qui soit mesurée. Et donc, d'ailleurs, c'est nécessaire de le faire si vous voulez que la France tienne la route après un Frexit. Mais on est d'accord, ce n'est pas suffisant. Et d'ailleurs, la souveraineté, le combat de la souveraineté ne s'arrête pas à celui de l'Union européenne. Le combat de la souveraineté énergétique, du nucléaire, de se passer du pétrole, le combat de la souveraineté numérique, le combat de la réindustrialisation. Le Frexit est une condition nécessaire, mais vous n'allez pas avoir la réindustrialisation du jour au lendemain en claquant des doigts parce que vous avez fait le Frexit et vous avez dit Frexit. Il y a toute une politique à mettre en place pour pouvoir réindustrialiser. Donc là évidemment, en fait, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, mais il n'en reste oui. pas moins que si vous n'avez pas le Frexit, vous n'aurez jamais de réindustrialisation, vous n'aurez jamais de politique d'indépendance énergétique crédible parce que l'Union européenne est un boulet et est une barrière à tous ces projets. D'accord. Donc c'est plus un premier pas qu'une réalisation, le C'est un Frexit. moyen, On n'a pas c'est pas de. une fin en soi, oui. Moi, je suis assez désespéré sur le personnel politique parce que quand on regarde de droite à gauche, en fait, c'est quand même beaucoup une politique étatiste, plutôt socialiste, même les LR, hein, c'est étatiste plutôt socialiste. Donc, c'est pas. Enfin, moi, je suis pas réjoui par le personnel politique qu'on a. Exactement. Donc, je sais pas si on va pouvoir. Si on va réussir à s'en sortir, même avec un Frexit, et c'est pour ça que je ne pousse pas au Frexit, c'est que je me dis qu'au moins avec l'Europe, on a un gros bateau, c'est plus dur à couler qu'une petite navette comme la France, Ouais, avec les mais politiques qu'on a mis en place. Dieu sait si le capitaine est mauvais et Ah oui, anti-français. ah oui, oui, non, mais il est mauvais. Hein. Mais bon, bon, enfin, Parce que mais vous savez toujours ce qu'on dit, l'Union européenne, en fait, c'est l'Allemagne avec un autre drapeau. Donc je ne suis pas ah persuadé oui, qu'il soit très favorable aux intérêts de la France. oui, non, non, mais c'est très possible. Mais si on fait le Frexit, ça va être un choc colossal pour les Français. On ne se rend pas compte à quel Mais vous point savez, notre dette, nos dépenses et tout, ça va être. après guerre, c'était un choc colossal. La France était dans un Oui, état économique pitoyable et on a réussi à se relever. En fait, la réalité, c'est est-ce que vous préférez une mort lente ou vous souhaitez avoir un rebond? Là, en ce moment, on est clairement dans un scénario de mort lente, de paupérisation de la France, de déclassement de la France à oui, absolument tous les niveaux. Et si on reste dans ce cadre de l'Union européenne, c'est cette mort lente qui est assurée, c'est ce déclassement qui est assuré. Enfin, je vais quand même pas revenir sur toutes les promesses qui avaient été non, non. faites lors du traité de Maastricht. Quand on regarde les promesses du traité de Maastricht, on a fêté les 30 ans récemment et qu'on compare à la réalité, tous ceux qui ont promu en réalité cette Union européenne se sont complètement plantés. Et la réalité, c'est aussi tout le sous-jacent de mon livre. J'ai parlé de budget de l'Union européenne, il est bien plus vaste que ça. Tous les faits à chaque fois ont donné complètement tort à ceux qui ont promu cette idéologie et cette organisation.
Oui, là où je vous rejoins, c'est que la France toute seule n'aurait jamais pu arriver à autant de faiblesse dans tous les domaines. C'est-à-dire Ah, que il y aurait eu des forces de rappel, oui. Oui. très rapidement, les marchés financiers nous auraient rappelé à l'ordre sèchement, comme François Mitterrand en 1983. François Mitterrand arrive en 81, plein de promesses. Demain, on rase gratis, vous allez voir, l'argent va tomber. Et 2 ans après, il prend une telle claque qu'il a plus le choix. Il est obligé. Il a fait 2 dévaluations du franc. Enfin, il a vraiment plus le choix. Il est obligé de revenir à des choses un peu plus sérieuses. Voilà, je crois que effectivement, toutes les politiques que l'on mène. Alors, je vais épargner Nicolas Sarkozy parce qu'il a eu une crise gigantesque, mais sous François Hollande, qui a eu toutes les planètes alignées, lui, on n'aurait jamais pu faire une politique comme ça parce que les marchés financiers nous auraient jamais prêté l'argent, ou alors à des taux tellement gigantesques qu'on se serait fait, qu'on n'aurait pas pu suivre, quoi. Ah, Donc je le suis vrai d'accord avec vous. problème, le Ça, il n'y vrai avait pas problème de rappel. aussi avec 83, c'est que de faire une politique de relance quand vous avez déjà ouvert l'économie, bah, à l'époque, c'était pas la Chine, c'était aussi enfin, il y avait la Chine, mais il y avait aussi le Japon. Bah, c'est bien beau de relancer la demande, mais c'est pour acheter des magnétoscopes japonais. Ça va pas beaucoup aider l'économie française. Donc, vous avez un équilibre normalement offre-demande qui doit être fait. Et ça, c'est impossible sans un minimum de protectionnisme. Il y avait déjà des traités européens, il y a l'acte unique qui arrivait derrière, qui faisait qu'on était dans une économie qui était complètement ouverte, et donc ça devenait une politique qui était complètement suicidaire. Oui, tout à fait. Bon, en tout cas, on a un peu digressé, mais Charles-Henri Gallois, merci d'avoir répondu aux différentes questions qu'on se posait, notamment sur les obligations et sur l'inflation. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à mettre un like et puis à la commenter. Et je vous dis à tous, à très bientôt.